vous arrivez au Biafra, vous arrivez sur un aéroport de fortune. Oui, oui. Alors c'est un grand mot. C'est-à-dire que vous êtes tout de suite dans le bain, quoi. Ah, pas tout de suite dans le bain. Hein. Vraiment, alors, on a préparé une carte pour situer où est le Biafra. Alors le Biafra, c'est donc la région du sud-est du Nigeria, comme frontalier avec le Cameroun. Oumaya, voilà, Oumaya Poracourt, voilà, c'est ça, voilà, Enugu, c'est ça, voilà. Donc c'était ça au départ, et ensuite ils ont coupé de la mer, ils ont découpé du Cameroun, c'était fait, et puis alors du fleuve aussi, et quand je suis arrivé, c'était encore le quart de ça, quoi. Et donc, en fait, les Nigériens, ils ont compris que la famine est une arme de guerre efficace. Et donc, ils coupaient de partout. Il n'y avait plus de viande, plus de protéines. Et les gens mouraient de faim. Et surtout les enfants. Il y a les guerriers, hein, il y en avait une équipe chirurgicale. Et donc, il y a les blessés, j'en avais aussi 1500. Et Owerri. Alors, moi, j'étais entre Owerri et Onitsha, voilà. Alors il y a cette mission quasiment quotidienne de recherche de vivres. Vous allez dans cet aéroport, cette piste qui est délimitée, où vous êtes bombardé systématiquement. Racontez-nous ça. Non mais ça c'est quelque chose de... Alors donc c'était en fait une forêt, il y a une très belle forêt encore là-bas, une forêt tropicale, hein, et il y avait une piste, et cette piste ils l'ont élargie, on va dire sur 30 mètres, sur 500 mètres et 30 mètres. Et les avions qui atterrissaient, c'était des DC-6, enfin bon, c'était pas DC-4, DC-6, 6 tonnes de marchandises. Hein. Des petites choses, 2 hélices. Et alors, donc ils partaient soit d'Enugu, ils partaient de Libreville, ou bien du Dahomey, etc. Et puis les petits avions là, de la Croix-Rouge, et des Caritas, et des protestants. Il y avait donc les trois, les doubles, qu'importe maintenant. Donc, ils rentraient au Biafra, et pour passer la ligne, ils attendaient qu'il fasse nuit, pour passer la ligne Nigérian à Biafra, parce qu'en fait, il y a la DCA qui tirait dessus, alors là, ça tirait, alors il y a boum. Bon, il dit, oh, faut pas avoir peur, disait le pilote et le copilote, c'est des vieux qui avaient fait la guerre, il dit, oh, on est au-dessus, il ne faut pas avoir peur. On n'avait pas peur, je schlinguais la morue séchée, parce qu'il n'y avait que des morues séchées, là. Stockfish, et puis bon, il y avait un Slovaque avec moi. Et puis alors ensuite, pour atterrir, il tournait un peu, il disait, voilà, on est là, vers les 1h du matin, et à ce moment-là, il fallait quand même, ils allumaient en vitesse les lampes le long de la piste. Tac, 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 et l'autre, il s'orientait. Et puis pendant ce temps, l'ennemi plane, les Iloujines, c'était les Iloujines, parce que de l'autre côté, il y avait les Iloujines, donc en l'occurrence, c'est des avions russes. C'est des avions russes pilotés par les Allemands de l'Est, et les MiG-17 c'était aussi des avions russes pilotés par les Égyptiens. Bref, et puis alors ils attendaient, ils tournaient au-dessus, hein, c'était, je sais pas, 500 mètres au-dessus, hein, ils attendaient, ils tournaient, on les entendait. Et dès que la piste s'allumait, baf, ils largeaient les bombes, voilà, et puis nous on était en bas, et puis quand ils venaient, on les entendait, hein, on les entend, comme ça quand même, je ne sais pas, ça fait du 500 mètres, on les entend venir, hein, une musique que tu n'oublies pas. Hein. Et là, il faut tout de suite plonger. Voilà, alors comme ça, quand ça tombe à côté, tu as la chaleur qui passe, mais les éclats, ils passent au-dessus. Si tu es debout... alors vous racontez un moment que votre premier bombardement, vous posez la question de la prière, chose avec laquelle vous avez discuté avec votre mère. C'était pas le premier, là c'était déjà pas mal. Mais là c'était un truc assez... Là c'était... Il y a un copain, quand il a atterri sous les bombes. Il a atterri, tout le merdier que je raconte, puis paf, pam, pam, et ensuite, Tarantola, il s'appelle Tarantola, il est rentré à l'OMS après. Enfin bon, il dit très bien, allez, mais écoute, alors donc je l'emmène, je monte tout ça, je dis écoute, pour l'aéroport, enfin il était marié, et bon, il est resté que 2 mois et demi comme ça. Il me dit écoute, voilà, donc un jour je dois partir, 8 jours, quoi. Écoute, moi j'aimerais pas retourner le soir, toi. Parce que vraiment, ces pompes, ça va. Et dans la journée, pendant tous ces jours, je ne peux plus y retourner. Je suis allé à sa place, moi j'ai dérodé, on va dire. Et puis à la fin, alors il me dit, bon, écoute, je t'amène, je dis rien à personne, parce que chaque fois au départ, on faisait une bamboula, une petite fête, quoi. Et alors la bamboula se faisait, et puis en fait, avec Tarantola, je suis parti en douce pour l'amener avant que le soleil se couche. Je dis, on va là-bas, comme ça, t'es tranquille, le premier avion qui débarque, on va demander. Dans les différentes organisations, et puis tu tires qu'il aille au Dahomey, enfin on s'en fout. Hein. Il dit, ouais. Écoute, on était là,
Et on était là, il y a un avion qui avait déjà atterri, effectivement. Comment elle s'appelle, cela? Il déchargeait les machins par l'arrière, comme ça. Il ouvrait son ventre, et puis des rampes, comme ça, des cartons de bouffe, je sais pas tout. Et puis il faisait pas nuit encore. Et sur ce, les ennemis, l'ennemi plane, l'ennemi plane arrive. Alors, il y a les MiG, donc les roquettes, et puis alors à la mitrailleuse. Alors nous, on s'est foutu par terre, on creusait, puis alors avec des traceuses, ils avaient une balle sur combien. Alors, tu voyais les sillages comme ça, ça faisait comme ça. Et puis, oh là là. Et alors là, j'étais là, mon dernier, on va y passer. Là, il y avait un Africain avec nous. C'était là, pas bon pour nous. Et alors, alors le pilote, pendant ce temps, il dit venez, parce qu'il était chargé en vitesse pour foutre le camp. Et puis bon, finalement, Daniel a couru, il l'a pris, voilà, il en est bien sorti. L'avion avait quand même, l'aile était bien trouée. Mais bon, l'avion a suivi. Il y a 17 transports humanitaires qui ont dû toucher. Hein. Et alors, c'est l'arrêt. Moi, quand j'étais là, je dis là. Une fois que j'avais quitté Zilisheim, tout ça, je ne voulais plus aller à la messe, l'église, plus rien du tout, rien, je ne voulais plus rien savoir de tout ça. Alors vraiment, mes parents n'étaient pas contents. Alors, je dis, je crois plus en Dieu. C'est une connerie. Et, il y a des malheureux. Oh là là, on est malheureux. Tu verras, quand tu auras la mort devant toi, tu vas nous dire le Notre Père. Je dis, t'occupe pas. Et moi, je ne triche pas. Je ne crois plus, je n'y vais plus, c'est tout. Oui. Alors, donc, un bout de temps s'est passé, et là, je suis dans mon trou, je me fais canarder comme un... Et je dis, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ton petit Notre Père ou pas? Ah, je dis, non, je ne le dis pas. Si Dieu existe, il me connaît. S'il ne peut pas, il lâcher le cul au dernier moment. Et ça s'est bien passé, parce que je suis encore là. Voilà. Et vous dites quand même, à propos de la mort, vous dites, c'est simple de mourir comme un non-événement de l'importance d'une feuille d'arbre qui tombe. Donc à ce moment-là, vous avez quand même conscience que ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais oui, parce que là, je le raconte, quand on revenait de l'aéroport, c'est pas fini. Parce que les gens, tout le monde avait faim. Ils étaient dans une telle détresse, une telle famine partout. Alors il y avait beaucoup de voleurs, tout le monde volait, sinon ils crevaient de faim. Et alors notre convoi, on avait quand même de l'aéroport, entre guillemets, on avait donc un camion, et puis avec 2-3 gendarmes au-dessus, avec des bâtons, bon, ouais. Et puis, mais pas de lumière, parce que pour les mêmes raisons, les autres guettaient toujours. Hein. Et alors, on avait 5 km d'affaires. Dans les premiers kilomètres, c'est vraiment dans la brousse, dans la forêt, mais une gadoue pas possible. Il avait plus, c'était une gadoue pas possible. On avançait à 5 à l'heure, quoi. Et c'est là que les voleurs, ils guettaient. Ils attendaient. Alors, bon, l'histoire qui m'est arrivée, donc, il laissait passer le camion parce qu'on a ligne vitesse, et puis on avait le gendarme, mais bon, bref. Et puis, à un moment donné, nous on suivait, donc, moi j'avais une 404, 404. Et puis, nos petits trucs personnels, les cigarettes et tout ça, les caisses à nous, on les avait dans la break, c'est une break. Et à un moment donné, on suit comme ça le camion, et j'entends quelque chose. Et je me retourne et je vois que 2 gus qui avaient ouvert la porte arrière, et un carton après l'autre, ils les jetaient. Oh, mais je commence à gueuler comme un... Je commence à gueuler. Et alors, ils sont en col, et... Sauf tout. Il m'a loupé, alors qu'il était il est à 2 mètres. Et puis il disparaît, nous on a freiné, on a couru après, on a ramassé les cartons, ce qu'on a trouvé. Et c'est là que je me suis dit, il m'aurait touché, que ce serait passé. Ben, je serais mort, puis c'est tout, le reste aurait continué à vivre. Je dis, mais pourvu, en espérant, il ne me touche pas le ventre. S'il touche la tête, ben, toc, toc, fatigue filo. Et à l'aéroport aussi, il fallait que j'entraîne tout le monde quand j'arrivais là-bas, les nouveaux, je disais, écoute, il faut aller à tour de rôle, aller à l'aéroport. Et il y a les bombes. Et alors, il faut les bombes, quand les entend venir, il faut se coucher. J'allais avec eux, etc. Alors, je dis, quand ils viennent, il faut se coucher. Et puis c'est tout. Et puis, si ça tombe dessus, tu es écrabouillé, tu n'as pas le temps, ça se passe tellement vite que du mort d'un bâton, on ne veut rien dire. Et puis, si tu n'es pas touché, ben, la vie continue, quoi. Quand vous revenez en France, vous apprenez que l'homme a marché sur la Lune. Oui. Alors, à la fin de cette guerre, on était juste quelques-uns, ceux qui occupaient des enfants, les restaient sur place. On disait, ils ne vont pas nous cigouiller, ils savent bien qui on est. Parce qu'il y avait des trucs qui circulaient tous les jours à la radio nigérienne disait salopard. C'est Français qui se disent médecins, ce sont des mercenaires déguisés. Ces mercenaires déguisés. On va les cigouiller comme tous les autres mercenaires qu'on a pris tous les jours à la radio. Bon,
verra bien. Hein. Et moi, j'avais pas envie de foutre les camps. On va parler avec les gens, hein. Et même avec un bidas. Difficile, mais on y arrive. Et donc, je vais rester sur place et j'ai réussi à ces moments à les sortir du réduit. Je raconte ça dans le détail. Mais une fois arrivé à Port-à-Court, où j'ai emmené les enfants, les bidas ont su qu'on était là. Et alors, ils voulaient qu'on soit prisonniers militaires. Et le gouverneur du Port-à-Court, il nous a emmenés à l'avion à Lagos et on est devenus des prisonniers civils. On avait un grand procès, ils nous ont condamnés à 6 mois de prison avec une somme colossale. Mais la Croix-Rouge était de l'autre côté, si bien qu'au bout de 3 semaines, ils sont expulsés, quoi. Donc là, dans la grande prison, l'équivalent de la santé, on était tranquille, on a pu dormir, on était bien nourris, on avait même des moustiquaires, c'était bien. Mais moi je les avais en tête, toutes ces histoires, je ne pouvais pas l'oublier, quoi. Je reviens ici, alors j'apprends qu'ils ont marché sur la Lune, et moi, quand j'ai parti, il y avait la maxi-jupe, je reviens à la mini-jupe. Oui, alors ça vous a plus marqué que l'homme qui a marqué sur la Lune, la mais mini-jupe. C'est quoi ça? C'est formidable. Ça m'a un peu réconcilié avec l'univers, toi. Voilà comment on est. On est peu de choses, parfois. Et puis, mais bon, moi j'avais la tête là-bas. J'arrivais pas à sortir de ça, quoi. Et puis au bout de quelques mois, l'Ordre des Malades français m'a proposé d'aller en Côte d'Ivoire où il y avait 1000 bienfaits que la Caritas avait exportés là-bas. Et donc je suis allé là-bas dans la foulée jusqu'à leur rapatriement. Ça a pris une petite année, mais moi je voulais retourner à la guerre. Je veux dire, là où il n'y a personne, parce qu'au Côte d'Ivoire, c'est le Club Med pendant rien à voir avec le boulot d'avant, quoi. Et moi, j'aime bien aller là où personne ne va et où le boulot, où ça a du sens d'aller là-bas, où médicalement parler. C'est ça que je voulais. J'étais là le premier. Non, moi, je suis là où il n'y a personne. Et ça me plaisait, quoi. Et alors, donc, je savais qu'au Vietnam, en temps, on a fondé Médecins sans frontières, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Alors, on va revenir à Médecins sans frontières, juste rapidement sur le Vietnam. Vous faites une mission au Vietnam par rapport avec des Allemands. Hein, oui. Rappelez-moi la Croix de Malte. La Croix de Malte allemande, oui. Voilà, la Croix de Malte allemande. Vous faites une mission au Vietnam et on va passer rapidement parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer. Mais votre fait d'arme principal, je dirais, c'est de passer en douce des médicaments pour le Viet Cong. Parce que vous faites pas de politique. C'est-à-dire, si, j'ai des idées sur tout, mais quand tu vas quelque part, quand tu vas comme médecin quelque part où il y a la guerre, il n'y a pas de bons malades et de mauvais malades. Je ne montre pas la carte d'identité, je soigne tout le monde, hein, je n'ai pas d'ennemis. Hein, alors donc, après la Côte d'Ivoire, j'ai vu au Vietnam et c'était l'ordre de allemand. Et puis un jour, ils me contactent comme ça, des gens me contactent. Ah, vous dites la même chose, vous pensez comme nous? Parce que moi, je parlais, hein, quand je me comble. Je parle assez vite. Hein, et alors, je disais, ah, mais les gars, c'est des salauds, c'est une guerre de merde, et tout ça. Bon, bref, impérialiste et tout ça. Alors, l'hôpital s'appelle l'hôpital. On était une dizaine de médecins allemands, sauf myself. Alors, vous êtes entouré d'Allemands? Que des Allemands, là, hein? Ça c'est quelque chose. Hein. Pour moi, c'est intéressant. Bon. Et alors, bon, les Allemands étaient plutôt, sauf exception, pro-américains. Bon, c'était pas du tout pro-américain. Hein, je dis franchement, c'est une guerre de merde. Ils bombardaient les villages, ils foutaient les merdes pas possible. Et comme toujours, les deuxième classe, les villageois, quoi. Les gens de Berniller et de Mürspach. Tu vois, c'est là que j'ai fait le lien entre l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour dire. Bon, bref, métaphoriquement. Et alors, un jour, il dit Pakchi. Alors, médecin, français, c'est FAP. Et médecin, c'est Pakchi. Il dit Pakchi FAP, la taille, comme Tingo. Si vous ne comprenez pas, c'est normal, c'est du vietnamien, manifestement. Et alors. Déjà, l'alsacien, c'était pas simple. Alors, il dit bref, il me dit vous pensez comme nous? Je dis attendez. Je dis vous êtes qui, vous? Ben, nous sommes les Vici, les Viet Cong. Je dis, attendez voir, hein. Oui, pour certaines choses, mais moi je ne suis pas coco, hein. Vous voulez pas dire que j'étais anard, parce que les anards chez les cocos, c'est mal vu, hein. Alors, je dis, mais est-ce que vous voulez travailler avec nous? Je dis, attendez, travailler. Et moi je suis médecin, je ne suis pas guerrier, hein. Oui, exactement, nous avons besoin de médicaments. Oh, bon, je dis, oui, c'est jouable. Vous avez beaucoup de médicaments à l'hôpital, là, dans le Luc-Quantron? Je dis, oui, beaucoup. Est-ce que vous pensez que... Je dis, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, donc, alors 2 mois se passent, 2 mois et demi. Et finalement, ils recontactent. Alors, en temps, ils sont pris via Hanoï.
via Marchais. Ils sont venus voir qui j'étais. Via Georges Marchais, hein. Georges Marchais. Que tout le monde comprenne bien. Via les communistes français, ils avaient l'impression que c'était trop facile, quoi. C'est pas possible. Alors, donc le feu vert est donné. Alors j'avais en fait un vieux médecin qui fait de l'acupuncture en ville, qui était le chef du maquis de la région. C'est lui qui est devenu le chef du maquis, quoi. Et donc je prenais des cours d'acupuncture chez lui 1 ou 2, 3 fois par semaine, selon les nécessités de la chose. Et puis en fait, lui, il me disait, voilà, nous avons besoin de ça, tout ça. Alors il faisait la liste. Et moi, je volais ça à l'hôpital avec... il dit, mais il faut... Personne ne doit connaître. Je dis, bah, oui, parce que sinon, on doit vous les quitter. Je dis, bah oui, il dit que... Et alors, bon, c'est pas possible, il ne faudrait pas aller... C'est un grand hôpital qui reste toujours le grand hôpital de l'ANAM. C'était à Danang, en l'occurrence, Danang. Hein. Hué, Danang. On a une carte aussi, hein, si jamais, du Vietnam. Et alors donc, en fait, moi j'avais une copine allemande qui était infirmière là-bas. Le nom dans le bouquin il faut, parce qu'elle ne voulait pas son nom. Et puis, évidemment, on avait des copines infirmières vietnamiennes. Et en fait, donc, elle organisait ça, le vol, et puis on l'amenait dans la piole chez moi. Et donc, il fallait que tous les étiquettes que les autres, parce que le seul source de médicaments allemands, c'était chez nous. Donc, pour qu'il n'y ait pas de suspicion en cas de prise. Et alors, il fallait que j'enlève toutes les étiquettes, que je mette du Sparva, que je mette le nom en français, parce qu'en fait, ils savaient le français. Et alors, il fallait que je la ramène à tel endroit, ils m'expliquaient, voilà. Et puis les Américains, comme ils étaient chez nous tous les soirs, parce qu'il y avait un bar et 55 infirmières, vous n'étiez pas tout seul. Oh non, alors, donc, ils connaissaient bien le couleur de la Jeep, on avait une tenue blanche avec l'ordre de Malte. Je passais, j'avais la camionnette chargée, ils ne contrôlaient jamais. Hello, ciao, how are you? Pas de problème, etc. Ils ne m'ont jamais contrôlé. Donc il faut le faire quand même. Hein. Donc passer des médicaments au Vietcong en pleine guerre du Vietnam avec les Américains autour, c'est bon. Mais ils étaient faciles à truander. Mais bon, c'était un peu risqué quand même. Hein. C'était un peu risqué, mais ça s'est toujours bien passé. Et alors le comble, je raconte aussi, c'était les Vici. Il fallait à tel endroit. Donc les Vici, c'est les Vietcong. Les Vietcong à tant de kilomètres à tel endroit, et il y a un pont, et il fallait que je m'arrête là-bas. Eux, ils étaient dans un petit bosquet. Et alors, donc, je m'arrêtais là, je m'éloignais, je faisais semblant de pisser, ou je pissais vraiment. Et alors, je sortais mon appareil photo, et j'avais mis un petit miroir. Et je jouais au touriste pendant ce temps. Et les Vietcong en pyjama noir, quoi, c'est tous des gens du coin. Hein. Ils sortaient tout ça. Et quand ils avaient fini, moi j'avais les photos, hop, je partais. Et puis, voilà. Et puis je faisais un tour, je faisais mon touriste et tout. Et quand je revenais, par derrière, rentrais à Drachat, il y avait des pareils, les Américains, des mitrailleuses. Je dis, hello, what are you doing here? Mais je vais juste à la maison. Ah oui, on te connaît, hop, je